démarrer sur ce dernier talk sur la scène CGDIM, donc talk intitulé Gestion des risques à l'ère des catastrophes naturelles, prévoir, prévenir et protéger. Donc j'ai deux invités qui sont à mes côtés. J'ai Pierre-François Desalis qui est responsable prévention entreprise de MMA et Benjamin Poudré qui est directeur péril climatique et majeur au sein de la direction Yard de Covea. Merci à tous les deux d'être présents cet après-midi. Alors, comme je le disais en battant le rappel, c'est vrai que le rythme et l'intensité des événements climatiques ont beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a juste à regarder les chiffres de France Assureur pour voir combien ça coûte de plus en plus cher au fil des décennies. Pour les clients pros et entreprises qui nous écoutent, soit en live, soit en replay, quelles actions vont être nécessaires désormais à mettre en place pour se protéger justement contre ces événements climatiques? Et là, je me tourne vers vous, Benjamin. Bonjour Florian et bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que pour ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, les éléments sont importants aujourd'hui et je pense que vous le savez tous, tout autour de nous, depuis quelques années déjà, on est tous témoins d'un changement dans l'environnement. Je ne vais pas reprendre les chiffres, même si je suis acteur de formation, mon idée c'est pas de présenter des chiffres aujourd'hui. L'objectif c'est surtout de montrer tous les défis auxquels les assureurs sont confrontés, auxquels l'industrie est confrontée. Et peut-être une précision par rapport à l'idée du talk aujourd'hui, on ne va pas aborder uniquement les catastrophes naturelles au sens régime CatNat, réindemnisé par le réassureur et l'État, mais plus globalement, tous les événements climatiques peuvent être intégrés, qu'ils soient ou non liés à un arrêté catastrophe naturelle. J'entends par là que les sécheresses géotechniques, les inondations par ruissellement, par débordement, par les vagues submersives ou bien même les séismes, les cyclones dans les Drom qui font partie de cette catégorie de régime catastrophe naturelle sont bien entendu très importants, mais il ne faut pas oublier tous les événements de type grêle, qu'on a bien connu en 2022, de type tempête, sans citer Lothar et Martin qui a marqué il y a quelques années déjà le monde de l'assurance, mais aussi tous les mouvements de terrain, qu'ils soient liés à un certain nombre de coulées de boue, d'avalanches, de neige, qui ne sont pas du régime catastrophe naturelle ou qui ne relèvent pas du régime et qui peuvent avoir un impact concret et direct en termes de répercussions sur l'ensemble des activités des professionnels et des entreprises. Justement, sur ce volet-là, je dirais que tout ce qui concerne la partie sécheresse va avoir un impact sur la fragilité des bâtiments, donc les locaux, les locaux des professionnels, les immeubles un peu moins, compte tenu des fondations et du fait qu'on creuse en dessous des argiles, mais il y a aussi tout ce qui va être les mouvements de terrain, qui peuvent menacer les sols et la fragilité des sols et qui par conséquent vont, sans parler du séisme de la Laigne de l'an dernier, impacter globalement les activités de nos professionnels et des entreprises qu'on indemnise et qu'on couvre. Et puis que dire des indemnités, des aléas atmosphériques, j'entends par là la pluie, les inondations, la grêle. Concrètement, dans mon équipe, on travaille sur toute la partie alerte météo. Je ne vais pas vous faire la météo des prochains jours, mais il y a des événements assez importants de taille de grêlon qui peuvent survenir dans les Alpes dans 24 heures. Tout ça pour vous dire que tous ces éléments ont une répercussion directe sur les activités des professionnels d'entreprise. Et je ne parle pas uniquement des dommages matériels. Je pense aussi à tout ce qui va être interruption d'activité, perte d'exploitation. On les a vus pendant le Covid, mais là, ce seraient des pertes d'exploitation liées aux événements naturels. Ou encore tout ce qui va concerner les coûts de reconstruction, les coûts de déblaiement, d'information. Le week-end de l'Ascension, il y a eu énormément de mouvements d'inondation. La Pentecôte, pareil, qui a impacté la Moselle, pour revenir sur des cas concrets et récents. Donc forcément, il y a un certain nombre de risques qui pèsent aujourd'hui sur les activités professionnelles. Et ce que je veux dire, c'est que ça concerne tout le monde. En fait, personne n'est à l'abri d'événements. Alors, j'ai pas envie de faire un discours très alarmiste aujourd'hui, mais personne n'est à l'abri. En tout cas, ça concerne toutes les activités professionnelles, entreprises. Toutes les régions sont concernées par des événements catastrophes naturelles et climatiques. Il y a près de 80% des communes en France qui, depuis 1982, ont connu un arrêté catastrophe naturelle. Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas de chiffres.
je vais arrêter la partie chiffres. Mais pour autant, toutes les régions vont, et les professionnels vont avoir des disparités selon la région. Par contre, il y a un point commun, c'est que la sinistralité climatique, d'après les rapports du GIEC, d'après les estimations qu'on peut faire en interne chez Covea, vont continuer à augmenter d'ici 2050. C'est le reflet d'énormément de choses. C'est le reflet de la sinistralité en termes d'accumulation de fréquences, d'intensité. C'est le reflet des valeurs assurées, des engagements qui peuvent être pris, qui sont de plus en plus lourds. C'est le reflet aussi du réchauffement climatique, bien entendu, de l'inflation, des prix des matières premières. Il y a énormément de choses qui font que la gestion des risques climatiques est une préoccupation forte du marché. Donc ça, c'est pour le constat. Alors effectivement, sans rentrer dans une vision alarmiste, comme vous le soulignez, Benjamin, l'enjeu, c'est quand même qu'il maintenant, il va falloir se préparer, Pierre-François. Alors tout à fait, hein. Bonjour Florian, bonjour à tous. Le vrai changement par rapport à avant, c'est qu'il n'y a plus d'exception. Tout le monde est touché, que ce soit en tant que particulier, en tant que pro, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, on est tous touchés. En tant que particulier, ça va être un orage à un instant T. En tant que pro, ça va être la grêle. En tant qu'agriculteur, viticulteur, ça va être le gel. Tu ne l'as pas évoqué, mais il y a aussi ça. Donc de toute façon, maintenant, l'excuse de se dire « ça ne m'arrivera pas à moi » ne tient plus. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire derrière, se préparer. C'est plus une question de est-ce que ça va arriver, pas arriver, ça arrivera. Et donc derrière, la question est quand. Quand et comment j'y fais face. Donc c'est se préparer à ces types d'événements et c'est surtout derrière adapter son organisation, sa structure, son entreprise, sa collectivité à affronter ce type de risque. En sachant que c'est aussi une formidable opportunité finalement de développer ce qu'on appelle la résilience dans une structure, dans une organisation et le fait d'anticiper, d'adapter son process, d'adapter son organisation, d'adapter ses bâtiments, ses équipements, etc., sans rentrer dans quelque chose de forcément énormément coûteux ou d'infaisable par rapport aux tailles de structure, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de personnes dans la structure, il y a cette possibilité d'identifier des solutions et de se préparer. Alors l'intitulé de ce talk, c'est gestion des risques à l'ère des catastrophes naturelles, prévoir, prévenir, protéger. On va commencer par le prévoir. Benjamin, comment peut-on mieux prévoir ce type d'événement et donc du coup mieux se préparer? C'est vrai que le contexte, on en a parlé tout à l'heure et au vu de tout ce qu'on s'est dit, y compris sur les événements climatiques, catastrophes naturelles, la nécessité va être d'anticiper au mieux l'ensemble des événements, surtout quand ils sont extrêmes. Pour l'anticipation, je vais vous préciser un certain nombre de solutions qui sont aujourd'hui développées au sein de ma direction, qui sont déployées également au sein de l'ensemble des entités, y compris MMA. La première qui me vient en tête côté prévention et surtout sur la partie prévision, c'est la collecte de données. La collecte de données qui est importante puisqu'on essaie d'anticiper au mieux les événements. Pour anticiper les événements, il faut collecter des informations liées aux aléas atmosphériques, aux aléas hydroclimatiques, aux aléas terrestres. Ces informations, elles vont nous aider à mieux prédire les événements futurs. Je ne dis pas que les sinistres de demain seront le reflet de la sinistralité passée, au contraire, hein, le réchauffement climatique, l'ensemble des zones qui peuvent être touchées vont fluctuer. Pour autant, l'objectif, c'est d'essayer d'estimer des tendances et des schémas de reproductibilité des éléments. Dans ma direction, j'ai des climatologues, des météorologues, des hydrologues sous peu, géologues, qui nous aident à améliorer la collecte d'informations pour prédire un certain nombre de choses à travers nos modèles. Je vais revenir sur la partie modèle par la suite, mais la prévision, elle vient sur la partie data. La partie data, donc on travaille avec des data internes, on travaille avec des data externes liées aux organismes type Météo France qui publient ces données et qui, depuis 1 an et demi, sont gratuites, mais aussi avec des partenariats. Donc des partenariats type, par exemple en France, sur la grêle Kyronos, qui est l'Observatoire national des tornades et des événements, qui nous permet de disposer d'un certain nombre d'informations à jour, en anticipé, pour améliorer les modèles prédictifs. Et justement, sur les modèles prédictifs,
On fait de la météo au sein de nos entités. On fait des modèles météorologiques qui deviennent de plus en plus complexes. Ces modèles météorologiques nous permettent, alors pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, de développer un certain nombre d'informations. Donc, dans les types de modèles, alors je ne sais pas s'il y a des météorologues ou des climatologues dans la salle, on va utiliser des modèles de type AROME, Arpège, GFS, qui nous permettent d'estimer à une maille de résolution plus ou moins fine l'ensemble des empreintes à venir des événements. Ces empreintes sont basées sur un horizon de temps. Généralement, alors, les modèles qu'on met en œuvre, on les fait simuler entre 5 minutes à 4 heures, 4, 8 heures, 12 heures, des fois sur des prédictions de 24 heures ou 36 heures, pour nous permettre par la suite, via des applicatifs type Coventeo, d'estimer la sinistralité en temps réel en fonction des expositions. Ce qui se passe vis-à-vis de cette prédiction, c'est qu'on va collecter les données des empreintes, collecter l'exposition des sites de nos assurés et mettre en place un certain nombre d'outils de type SIG, Système d'information géographique, et nous permettant ainsi d'avoir une cartographie de l'ensemble des sites exposés sur du professionnel, sur des entreprises de toute taille, et permettre un certain nombre d'actions, cette fois-ci, de prévention. La prévention, pour moi, elle est de plusieurs types. Là, je vais vous plutôt parler de la prévention pendant l'événement. Prévention pendant l'événement ou à quelques heures de l'événement. L'objectif, c'est de commencer à vérifier vis-à-vis de ces aléas futurs l'ensemble de leur trajectoire. L'ensemble de leur trajectoire permettant ainsi de prévoir un certain nombre d'alertes. D'alerte déjà en interne sur les événements potentiellement, le diagnostic précoce d'éléments et d'événements futurs. Ces diagnostics d'alerte vont par la suite nous faire potentiellement monter en cellule de crise dès qu'on a un événement médiatique, dès qu'on a un événement d'ampleur, et de déployer un certain nombre de messages à destination principalement aujourd'hui des particuliers, des professionnels, bien plus largement auprès des entreprises. Alors bien entendu, on va revenir sur la donnée initiale, les contacts à prévoir, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir communiquer au mieux, communiquer avec un certain nombre de gestes de prévention, d'anticipation. Et ces gestes vont dépendre des périls. On ne va pas avoir les mêmes actions de prévention quand on est sur une inondation, une vague submersive, une tempête ou liée à des chutes de grêlons. On va avoir des messages d'alerte différents. Puis ça doit nous permettre aussi, côté MMA et COVEA, de déployer nos dispositifs d'intervention mobile. Ça a été le cas par rapport aux inondations au Pas-de-Calais en fin d'année. Ça aurait pu être le cas en Moselle en fonction de ce qui s'est passé lors du week-end de la Pentecôte, mais on va définir un certain nombre de dispositifs liés à ces modèles de prédiction pour prévenir et protéger en temps réel un certain nombre de choses. Donc ça, c'est pour la partie prévoir et prévenir. Il y a la partie protéger, Pierre-François également. Alors, je prendrai l'exemple du Japon. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bluffé. Quand vous allez au Japon, la quasi-intégralité du Japon est sur des zones sismiques fortes. Les bâtiments ont été adaptés en termes de construction sismique pour faire face à ce type de risque, et notamment pour vibrer en fonction des secousses. Et puis surtout, le plus bluffant, c'est finalement la population. La population là-bas est habituée, ils font des exercices réguliers, ils ont des événements aussi qui arrivent régulièrement, qui font que finalement ils sont passés au-delà de la surprise de l'événement, on va dire, de ne pas savoir comment y répondre, etc. En fait, c'est un peu ce parallèle-là, moi, que je voudrais faire avec ce qui nous attend finalement, nous, Français et nous, Européens, sur les prochaines années, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à ce niveau finalement de maturité et de préparation. Donc c'est de se dire, en fonction de l'aléa, tu l'évoquais, de bien identifier les protections, les systèmes de protection, les adaptations en termes d'équipement, en termes de conduite, de fluides, en termes de bâtiments, y compris sur les systèmes de protection incendie, donc de bien adapter tout ça, de le tester, de l'éprouver et de mettre en place toute l'organisation qui va bien pour finalement sécuriser au maximum ces actifs. Donc c'est une maturité à acquérir finalement. On y vient tout doucement. Et puis, il restera quand même à se dire aussi que la première manière de se protéger, c'est d'éviter le risque. Donc, il y a quand même sur certains on va dire, aléas. Moi, je vais reprendre notamment sur la partie inondation par débordement de cours d'eau. Aujourd'hui, les expositions, on les connaît bien. Donc, c'est de se dire, un bâtiment qui est de toute façon par nature exposé, là encore, c'est pas une question de est-ce que je vais être touché, c'est
je vais l'être, donc à un moment donné, ou je l'ai déjà été pendant plusieurs fois, donc à un moment donné, c'est aussi la question de se dire, bon, à un moment donné, il faut sortir, voilà. Sinon le phénomène ne peut que se répéter. Donc ça dépend de chaque aléa, évidemment, il n'y a pas de solution facile, mais c'est bien d'identifier tout ça, identifier la meilleure manière de se protéger. Et puis je terminerai en disant que on le voit par rapport à ce type de risque climatique, on a énormément de nouvelles solutions aussi qui sortent sur le marché. On le voit avec notamment l'exemple des bâtards d'eau aujourd'hui gonflables qui finalement se mettent en place très facilement, très rapidement, qui sont adaptables à la fois pour les particuliers, pour les pros, pour les entreprises. Il y a de la R&D, énormément de R&D sur ces sujets-là, et ça avance pour les rendre aussi plus accessibles, plus faciles d'utilisation, transportables, modulables, etc. Donc les choses avancent aussi à ce niveau-là. Et c'est plus une protection contre l'inondation, c'est plus des bâtards d'eau à l'ancienne qui sont très lourds et qu'il faut déménager à 10 personnes, quoi. Alors Benjamin, il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis longtemps, c'est celui de l'intelligence artificielle. On arrive à la mettre à peu près partout, en tout cas on nous explique qu'on peut la mettre à peu près partout. Est-ce qu'elle peut aider sur justement la prévention des risques naturels ? Alors, je ne vais pas rentrer encore dans le débat sur la partie éthique, sécurité des données liées à l'intelligence artificielle. Moi, je vais parler des nouveautés technologiques et la révolution de l'intelligence artificielle sur tout ce qui va concerner les systèmes d'information géographique. Pourquoi ? Parce que l'objectif, ou ce qu'on a pu voir nous ces dernières années, c'est nous permettre, via l'intelligence artificielle, avec des outils réellement déployés et mis en œuvre ces dernières années, de compléter tant sur la partie recherche en amont que sur les dispositifs déployés un certain nombre de solutions. Je vais aller même plus loin quand je parlais de la partie système d'information géographique. Aujourd'hui, dans mon domaine, on parle de GEO-IA. GEO-IA, c'est l'intelligence artificielle au profit de l'intelligence géographique. Pourquoi cette intelligence géographique ? C'est que finalement, grâce notamment à des approches de deep learning, on va pouvoir tirer de l'information complémentaire, notamment sur les approches météorologiques, tirer de l'information sur les aléas. Ce qui nous permet de déjà gagner en rapidité. On sait que par exemple un épisode de grêle, c'est très localisé, ça dure peu de temps. Donc il nous faut être réactif. Donc gagner en efficacité opérationnelle en termes de timing. Le deuxième point, c'est gagner en lisibilité des imageries, donc de l'imagerie satellitaire. Et le troisième point, c'est prendre des décisions le plus éclairées possible. Et sur ce volet-là, côté prévention, l'intelligence artificielle peut nous aider à anticiper, notamment dans Coventeo Grêle, et ça je vais y revenir, on met en œuvre un certain nombre d'approches d'intelligence artificielle, peut nous aider à prendre des décisions en termes de prévention, d'alerte et de vérification. Ensuite, l'intelligence artificielle, dans mon quotidien, je la vois aussi pour pallier à l'incomplétude des données. Pallier à l'incomplétude des données, j'entends par là plusieurs éléments. Déjà, il y a la qualité des données en termes de souscription, d'information. On ne peut pas passer des heures voire des années à récolter de l'information à la souscription en termes de process par rapport à l'ensemble des risques qu'on couvre. Donc, on va pouvoir compléter les informations. Alors, on va compléter l'information de l'aléa, bien entendu, mais ça, à la souscription, il n'y a pas d'aléa en tant que tel, sauf une exposition dédiée, mais on va compléter l'exposition liée par exemple au bâti. Même les entreprises n'ont pas forcément les connaissances de la vulnérabilité complète de leur bâtiment. Donc ça peut être l'âge de la construction, ça peut être la profondeur des sous-sols, des fondations, pour améliorer la connaissance de la partie vulnérabilité des risques. On va ensuite compléter via des techniques de récupération de données, de réanalyse, les mailles de résolution de nos modèles. Pourquoi ? Parce qu'un modèle climatique et météorologique va avoir une maille de résolution plus ou moins définie. On peut être sur de l'inondation à des mailles entre du 5 mètres à 100 mètres. Sur des modèles de type RGA, donc retrait-gonflement des argiles, on est plutôt sur du 8 km². 8 km², on se rend compte que finalement, si le sol il est plus ou moins humide à un endroit donné, au-dessus du local du professionnel, ce n'est pas la même chose que 8 km plus loin. Donc, via l'intelligence artificielle, on va aller récupérer un certain nombre d'informations complémentaires en termes de résolution de nos modèles. Ensuite, on peut aussi compléter nos algorithmes pour améliorer la connaissance de nos estimations de sinistralité. Et donc, je vais revenir sur Coventeo, notamment sur la partie grêle.
puisque grâce à l'intelligence artificielle, on fait tourner à peu près tous les 5 minutes nos modèles climatiques pour compléter. Et on se rend bien compte que 5 minutes, je ne vais pas mettre un de mes climatologues derrière faire tourner toutes les 5 minutes nos modèles. Donc il y a aussi la partie, ce qu'on appelle Robot Procession Automation, qui nous permet d'améliorer la qualité de modèles de prédictifs. Et l'objectif, c'est aussi d'utiliser, tout à l'heure je parlais de la collecte d'informations, des empreintes des événements, on fait de la réanalyse horaire de plus de 40 ans d'événements grêles pour nous permettre par la suite d'avoir une estimation future d'un événement en fonction des conditions atmosphériques. Et les conditions d'un phénomène de grêle, la partie grêle, c'est probablement l'aléa climatique le plus complexe dans sa technicité, puisque en fonction de l'atmosphère, en fonction de l'endroit où on est en termes de couches atmosphériques, que ce soit du sol jusqu'à la troposphère, on a énormément de flux de courants qui peuvent intervenir, et ce qui va nous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de compléter, de simuler un certain nombre d'événements et de se dire, en fonction des conditions atmosphériques perçues, vues, observées, d'arriver à échantillonner un certain nombre d'informations. Donc oui, les prouesses de l'intelligence artificielle existent dans plein de domaines côté assurantiel, dans notre quotidien aussi, et au profit, en réalité, de l'indemnisation ou en tout cas d'alerte, de prévention et de prédiction des événements. Merci. Au moins, là, c'est concret sur ce qu'apporte l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors, on va parler des courtiers et des clients, puisqu'on est au 11 bis Festival, donc au festival dédié au courtage d'assurance. Finalement, là, je me tourne vers vous, Pierre-François. Quel conseil il faudrait rappeler aux courtiers ou aux clients qui nous écoutent aujourd'hui pour que demain, ils puissent continuer à trouver des solutions d'assurance? On voit que c'est un marché qui est quand même assez compliqué et tendu. Alors la première des choses, c'est de connaître son exposition en tant que client, mais également en tant que courtier, en tant qu'intermédiaire. Aujourd'hui, on peut plus se dire je ne savais pas, ou je ne savais pas que mon client était exposé, ou pour un client, je ne savais pas que j'étais exposé. C'est plus entendable aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a tout un tas d'outils publics. Je pense à Géoportail, Géorisque, les plans de prévention, risque inondation aussi, qui sont accessibles. Les compagnies d'assurance, à commencer par nous, mais également nos concurrents, mettent à disposition également un certain nombre d'outils pour pouvoir déterminer son exposition aux différents risques. Ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, mais ça donne déjà des premiers éléments d'information. Donc, déjà connaître son exposition. Et ça passe notamment par vous, un courtier qui êtes dans la salle. Deuxième chose, c'est à partir du moment où on est exposé, c'est en parler, être proactif, exposer le sujet et le travailler avec les différents intervenants de la chaîne. Les assureurs, les intermédiaires, les spécialistes, notamment, je pense, les fournisseurs de solutions, les financeurs de risques, etc. Donc, c'est d'évoquer le sujet, le mettre sur la table et identifier ensemble les différentes solutions. Et on en a parlé un petit peu avant. Nous, ce qu'on attend réellement de la part notamment de nos courtiers, c'est une réelle transparence et un échange complet, nourri, qui soit également en recherche finalement permanente de solutions. Et ces solutions, on va pouvoir les trouver ensemble. On en connaît une partie. Les pouvoirs publics peuvent en proposer aussi certains, et notamment en termes de financement. Les réassureurs, on en a parlé un petit peu au début, mais c'est le cas également. Mais il n'y a qu'en travaillant ces sujets-là tous ensemble qu'on arrivera à trouver et à identifier les meilleures solutions. Alors, identifier les solutions, c'est bien. Après, il faut parler sous-sous. Qui va financer tout ça? Alors peut-être que si je reviens sur les solutions, justement, tu parlais, Pierre-François, d'un certain nombre de choses qui existent en open data ou en solutions mises à disposition. Avant de parler de financement, je voulais revenir sur le volet des solutions qui étaient déjà existantes au sein de Covea et de MMA vis-à-vis de l'exposition de la connaissance d'information. Tout à l'heure, j'ai parlé de Coventeo, mais plutôt dans une optique prédiction d'information. Je voulais rappeler un petit peu les solutions de Covision App qui étaient là pour aider en termes de souscription ou d'exposition et de maîtrise d'outils, là encore faisant lien avec l'ensemble des aléas climatiques.
des aléas climatiques en termes de couverture mondiale sur un certain nombre d'outils d'analyse en lien avec chacun des aléas climatiques, sachant que des aléas climatiques, on peut en avoir une bonne dizaine, mais aussi sur les risques techniques, technologiques ou autres d'exposition. Et comme tu le disais, Pierre-François, il y a la nécessité de bien comprendre les risques qu'on souscrit. Et puis, il y a également un autre volet qu'on va déployer auprès de nos sociétaires et auprès des agents, qui est l'acronyme aujourd'hui en termes de Covéa, qui est BIBA, donc bien informé, bien assuré. L'objectif, c'est de permettre, par rapport à la géolocalisation d'adresses, d'avoir l'ensemble des informations tant actuelles qu'à venir. Alors, et justement, sur la partie financement, on va pouvoir en reparler, mais il y a l'ensemble des éléments liés à des plans de prévention locaux, collectivités locales qui peuvent exister, ou bien liés à la menace actuelle ou future des thématiques. Je vais peut-être te laisser parler de ton côté sur la partie financement, après je peux revenir, mais il y a un certain nombre de choses qui existent sur l'actuel en termes de réalisation, d'événements, d'informations concrètes pour chacun des localisations des sites, qu'ils soient professionnels ou pour entreprises. Donc plusieurs solutions, et donc du coup, qui paie quoi? Alors le financement, c'est aujourd'hui que c'est un problème, hein. On va pas se le cacher. Ça passera, ça je pense qu'on en est tous convaincus, par un partenariat solide public-privé. Chacun doit prendre sa part évidemment du sujet. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. On l'a vu, de toute façon, les réserves actuelles, notamment au niveau des fonds CatNat, ne sont pas suffisants, et ce qui a entraîné notamment l'augmentation, hein, la hausse des cotisations CatNat sur les contrats multirisques, sur les contrats flottes. Donc ça passe déjà par un rééquilibrage finalement et un financement supplémentaire de ces types de fonds. Et puis après, ça pose quand même, on va revenir quand même sur la base d'un risque, hein, et la notion d'assurabilité de ce risque. Donc si on veut qu'il reste assurable, ça veut dire derrière que la notion de risque doit rester quand même un aléa. Si cet aléa, ça devient du continu, du ça va arriver tout le temps, c'est plus un risque, hein, c'est plus un risque au sens assurable du risque. Et la mutualisation, on le voit bien aussi, hein, c'est dans la définition d'un risque assurable. Si cet événement aussi arrive partout au même moment, on aura nécessairement un problème derrière d'équilibre dans le financement de ces risques. Donc ça passe encore et avant tout par le fait de bien identifier ces risques, par le fait de s'y préparer, d'assumer le fait qu'aussi on présente un risque, ou on est une structure, où on a des bâtiments qui présentent des risques, et les traiter derrière pour après effectivement pouvoir rester dans cette zone d'assurabilité du risque. Il y a des risques. Alors après, la même chose, c'est qu'il y a des risques quand même, quoi qu'on en dise, qui de toute façon arrivent à certains niveaux, ne seront jamais assurables avec des modèles traditionnels. Et là, on peut parler notamment après de solutions alternatives type assurance paramétrique. C'est vrai pour les récoltes, hein, ça marche très bien sur des niveaux notamment de rendement de récolte. On commence à le mettre en place aussi, notamment je pense aux viticulteurs, sur les risques de gel. Donc ça, c'est des solutions qui viennent compléter l'assurance, on va dire classique jusqu'à présent. Ça fournit d'autres solutions qui fonctionnent. C'est un autre mode finalement de financement de ce risque. Et c'est l'ensemble qui doit nous permettre à terme de retrouver un équilibre technique. Oui. Et puis il y a l'enjeu des zones rouges qui font l'actualité ces derniers mois, notamment sous l'effet du rapport Langrenay. Il y a quand même un enjeu sur ces zones-là. Ouais. Alors je dirais qu'il n'y a pas que le rapport Langrenay, hein. Il y a la PPL Rousseau qui a finalement été mis de côté en commission des finances et en commission publique au Sénat il y a une semaine. Il y a la PPL Lavarde sur lesquelles il y a un certain nombre de choses en termes d'action. On attend avec impatience le projet de finances 2025 pour nous dire de manière concrète ces zones rouges, c'est sa fameuse zone rouge en termes de cartographie, sachant qu'il y a rouge, orange, vert. Il n'y a pas les zones noires, donc j'oublie ce que c'est qu'une zone noire. Et comme tu le disais, Pierre-François, si l'aléa, la probabilité, elle est égale à 100, il n'y a plus d'aléa. Les assureurs, ils ne sont pas magiciens, ils ne peuvent pas faire supprimer le risque. Mais par contre, ils peuvent aider à la partie prévention. Et c'est ce point-là qui est important, parce qu'effectivement, les zones rouges, il y aura des aléas plus ou moins conséquents. Après, il y a aléas. Il y a diversité des aléas. Donc après, il ne faut pas que toutes les zones rouges soient uniquement couvertes par la partie aléas liées à du climat. Il y a d'autres aléas, entre guillemets, une mutualisation, une diversification d'aléas, que ce soit des aléas climatiques ou de risques d'incendie ou d'origine humaine qu'on peut prendre en compte.
Pierre-François, tu parlais d'augmentation des primes. Oui, forcément, il y a des augmentations des primes. Le régime catastrophe naturelle ne pouvait pas suivre en termes d'éléments durables. Après, il n'y a pas que les primes catastrophes naturelles qui sont là pour pallier à l'ensemble des éléments. Côté tempête, côté grêle, ce n'est pas l'augmentation des subventions au régime catastrophe naturelle qui va permettre de combler les éléments sur des risques qui ne rentrent pas dans le régime catastrophe naturelle. Donc forcément, sur ces zones, un certain nombre de choses vont également augmenter liées à la prime. La prime, c'est bien, ça permet d'indemniser déjà ce qu'on constate, mais ça ne suffit pas. L'indemnisation, elle va aussi, on va dire la réduction du risque, elle ne va pas passer par que de l'indemnité, elle va passer par des actions de prévention. Et moi, ce que je vais revenir sur le rapport Langrenay ou la PPL Lavarde, c'est tout le volet lié à la prévention. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre d'articles ou de propositions, on voit que à l'avenir, notamment sur tout ce qui va être contribution au financement de l'équivalent de ma prime Rénov qui était liée à la transition énergétique, désormais elle va être sujette à conditions de prévention des risques naturels. Donc ça, c'est lié finalement à un certain nombre de choses. Pareil, des prêts à taux zéro liés à la rénovation, à la prévention des logements ou des locaux professionnels peut être rendu possible en termes de financement via ces prêts complémentaires en termes d'action, ce qui permet aussi de réduire le risque intrinsèque pour les entreprises et les professionnels. Et le dernier point que je voulais aborder avec la minute de débordement qu'il y a là, c'est plutôt parler du fonds Barnier, du fonds de prévention des risques naturels et majeurs qui existait déjà par le passé, qui va être augmenté en termes d'actions liées à la hausse des cotisations, alors qui ne concerne que les climatiques liés aux arrêtés catastrophes naturelles, même si d'après les derniers textes, il y a aussi le recul du trait de côte qui n'était pas un aléa climatique catastrophe naturelle, mais qui va permettre aussi de financer un certain nombre d'actions de prévention portées par le particulier, le professionnel et les entreprises. Donc on va dire à chacun sa responsabilité. C'était mon mot final. Voilà, donc on va attendre les textes définitifs pour voir tout ça va finalement donner. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos idées extrêmement concrètes sur ce sujet. Je pense qu'on peut les applaudir.